Bon lundi à tous, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes, la toute première de la semaine. La presse que vous aurez à lire est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de Covid-Gate. Nietzsche charge Ferdinand Gongo, c'est le grand titre du journal. Le numéro de ce matin explique d'ailleurs que le bouillant député social-démocratique Front du Vouré-Est sur les trousses du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République pour la gestion même des fonds de riposte contre coronavirus. C'est en page 2 du journal qui parle également du Conseil national de la communication. La presse privée ignorée. Le président de la République a renouvelé les membres du Conseil national de la communication. C'est en page 4. Et on s'intéresse également à l'Ouest Cameroun où le syndicat national des journalistes du Cameroun est donc en lambeaux. La dernière assemblée générale a plongé le syndicat des journalistes dans un malaise. C'est ce qu'on lit en page 6 du numéro de ce matin. Le même journal parle également de Gbagbo, retour controversé. La représentation de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire conteste d'ailleurs son retour. C'est ce que le journal propose en page 4 ce jour. Le journal Intégration qui en kiosque parle d'Afrique centrale, CEMAC, le vertige bien entendu, guerrier, franco-russe, c'est ce que le journal propose. L'après-débit semble commencer donc en désastre pour Paris dans une logique de confrontation avec notamment la France. Moscou crée un axe progressiste dans la sous-région de N'Djamena à Bangui. Le contexte actuel révèle d'ailleurs un schéma binaire et donc où chacun des protagonistes rêve donc de jouer un rôle toujours plus important. À lire le dossier de la page 6 à la page 7 du journal Intégration ce matin qui parle également du nord-ouest et du sud-ouest. 6839 enseignants croquent 26 milliards de francs CFA sans travailler. C'est ce que le journal nous apprend également en page 11 de ce numéro. Le journal Indépendant qui en kiosque parle d'entreprise publique. Le Fonds monétaire international indexe la gabegie dans un rapport rendu public en mai 2021 sur la surveillance et notamment le contrôle des entreprises publiques camerounaises. L'institution financière internationale estime d'ailleurs que l'action de la juridiction des comptes devrait être accrue en 2022. C'est en page 3 du journal et on s'intéresse à autre chose, au Conseil national de la communication. Le dernier tango de Peter Isoka, lire en page 8 du journal ce matin. Le journal parle également du Covid-Gate au Minérezi avec Oyono et Samé qui bouc émissaire désigné. C'est ce que le journal propose également ce matin. Je vous invite à lire l'article en question dans le numéro disponible en kiosque, tout comme l'autre journal en kiosque ce matin, c'est Cameroun Tribune qui parle de développement post-Covid-19 au chevet de l'Afrique. C'est ce que le journal propose. Je vous invite à lire également le dossier. Le journal s'intéresse à autre chose aussi, parlant notamment du probatoire et du baccalauréat. Près de 200 000 candidats dans les starting blocks, c'est ce que le journal révèle, avec quelques difficultés dans l'organisation même de ces différents examens. C'est un dossier à lire ce jour. Mutation parle donc de domaine privé de l'État, terre, les jongleries. C'est le grand titre proposé par le journal. Pour dire simplement signer le 4 juin une circulaire du MINCAF visant à consolider et protéger d'ailleurs les droits de l'État sur les terrains déclarés d'utilité publique, mais dans le directeur des domaines, le directeur des affaires foncières, les délégués régionaux face donc à leurs responsabilités. C'est à lire dans le journal ce matin, le journal disponible en kiosque. C'est en page 9 précisément. Le journal donc propose d'autres sujets aussi. Le journal Équation s'intéresse au conseil municipal de la commune d'Indi-Kinemeki. On parle notamment de Bessoubel, Patrice, qui est dans la spirale des détournements des fonds. C'est ce que le journal propose. Les conseillers municipaux ont d'ailleurs signé certains documents sous pression et sous influence. Ce que le journal nous révèle également ce jour. Je vous invite à découvrir tout cela dans le journal. L'équation en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. Tout comme le journal Émergence qui parle de surfacturation aggravée. Comment Mediline Medical SA a pensionné d'ailleurs l'argent du Covid-19. C'est une enquête menée par le numéro de ce matin et je vous invite à découvrir tout cela dans le dossier proposé par Émergence. Émergence s'intéresse également à d'autres sujets à lire ce matin. Donc le journal Éco-Santé parle de traitement de la Covid-19 avec notamment quelques spécialistes qui découvrent d'autres secrets pour éradiquer cette pathologie. C'est à lire dans le dossier proposé par le numéro de ce matin, parlant également de vaccination contre la coronavirus. 1200 mototaximens se font donc immuniser
Maoundé, c'est ce que le journal nous apprend également. Ce jour, à lire dans le numéro en kiosque. L'autre journal en kiosque, c'est L'Œil du Sahel qui parle de recrutement des instituteurs. Alerte sur le non-respect des quotas dans la Damawa, c'est dans le numéro de ce matin. À lire donc en page 6. À lire également dans le journal, Christine Madjoulde, première femme journaliste du Septentrion au Conseil national de la communication. Et on parle également de Meganga dans l'extrême nord. Un seul spécialiste pour l'hôpital des districts à lire également dans ce numéro. Il en faut davantage. C'est ce que le journal propose comme information ce jour. Le journal L'économie parle notamment d'entreprises publiques, des orientations du Fonds monétaire international pour de meilleures performances. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 4 à la page 5 et d'autres sujets sur le plan économique également dans le journal. Et le financier d'Afrique parle du fer de Mbalam Nabeba avec la structure Sundance et qui traîne d'ailleurs le Cameroun et notamment le Congo devant la CCI. Et là, le journal nous apprend ce matin qu'il s'agit là d'un litige, concernant la non-exécution par le Cameroun du permis d'exploitation qui était donc réputé avoir été attribué à la filiale de l'entreprise australienne Cam Iron SA en 2010. Cela n'a pas été fait jusque-là et ça crée donc problème. Et c'est ce problème qui est également évoqué ce matin dans le journal Le Financier d'Afrique. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue ce premier jour de la semaine à notre rédaction. Bonjour Benabatana. Bonjour Flavien Dongo. Bonjour à Yobé. Bonjour, Dikini Meki. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Thierry Yopé. Bonjour, bonjour bonjour aux téléspectateurs, là, des grandes lunes que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir ce matin pour n'avoir pas été là la semaine dernière. Ça, ils l'ont compris de toute façon. Nous serons à la hauteur des sujets qui sont portés sur la table. D'accord, les sujets, il y en a 6 ce matin et les lecteurs ont également la possibilité de parcourir les tabloïds, d'être parfois de l'actualité. La nouvelle expression qui revient sur le dossier ce matin concernant Covid-Gate. Jean-Michel Nitieux charge Ferdinand Gongo, le député du Social-démocratique Front d'Ouvrier-Est, qui est sur les trousses du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, dans le cadre de la gestion même des fonds contre la pandémie au Cameroun. C'est de bonne guerre, hein. Il faut dire que l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui est député du SDF, vous l'avez souligné tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, est resté égal à lui-même. Après avoir chargé à plusieurs reprises de ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, le docteur Manaouda Malachi, maintenant il s'en prend au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui, vous le savez bien sûr, est à la tête de ce qu'ils ont appelé la tax fraud contre la Covid. Donc c'est lui qui chapeaute en réalité tout ce qui a trait aujourd'hui au nouveau déploiement sur le front contre la Covid. Et il est soupçonné, il n'est d'ailleurs pas le seul. Il y a beaucoup de littérature autour de la gestion des fonds Covid où on annonce justement qu'il est celui-là qui dit ce qui doit être fait, quels sont les marchés qui doivent être passés. Et je vous rappelle effectivement et qui doit bénéficier de ces marchés. Qui doit en bénéficier. Et je vous rappelle effectivement que vous rappelez qu'il y a certaines littératures, il y a certains articles qui ont été publiés démontrant que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, aurait donné des instructions fermes au ministre de la Santé publique, afin de lui demander de signer certains marchés à quelques prestataires de services. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Vous vous rappelez effectivement de ce scandale qui a cours ces derniers jours autour de Medellín, avec tous ces milliards dépensés à l'emporte-pièce. En réalité, on dit également qu'il serait au cœur de cette affaire de Covid-Gate. Vous vous rappelez la fameuse lettre qui a été envoyée au ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, M. Laurent Esso, lui demandait effectivement d'initier des enquêtes au regard de ce que la Chambre des comptes avait produit. Donc voilà, on comprend pourquoi il y a également ce lever de bouclier autour du ministre secrétaire général de la présidence de la République qui, on ne le dira jamais assez, est la main visible du chef de l'État qui, par rapport à cette lutte, n'est pas si visible que ça. Alors, Bernard Batana, en parcourant le journal La Nouvelle Expression ce matin, on constate justement que ce sont des révélations importantes, ou fortes, si vous le voulez, de l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui doit mener son enquête pour savoir exactement qui a ordonné quoi et comment est-ce que l'argent a été géré. Alors, Jean-Michel Nitieux, que je qualifierais ici de sonneur de cloche, le sentinelle de l'action gouvernementale. Il a encore fait résonner un autre son de cloche
dans cet épisode, dans ce feuilleton de Covid-Gate, un autre épisode, celle de la fabrication de l'azithromycine et de l'hydrochloroquine, l'hydroxychloroquine. Voilà 2 médicaments qui devaient être fabriqués contre la pandémie du Covid-19. Le 22 juillet 2020, un décret ministériel, un décret du Premier ministre, avait décidé de la répartition des frais alloués des 180 milliards pour de la lutte contre le Covid-19. Il avait décidé de 600 millions pour la fabrication de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Alors, les acteurs qui entrent en jeu dans cette fabrication sont notamment le Centre national d'approvisionnement en médicaments essentiels, Sénamé, et l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales, IMPM. Et c'est à IMPM qu'a été donnée la responsabilité de fabriquer des médicaments. Ces médicaments. Or, il se trouve que, je crois quelques semaines ou un mois après, le secrétaire général de la présidence de la République a écrit pour demander de surseoir à la fabrication de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Et ça, c'était un intrus qui est entré dans ce processus. Parce qu'en réalité, il fallait fabriquer autant, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, autant de comprimés pour lutter efficacement contre la Covid-19. Donc cette lettre du Premier ministre, du ministre secrétaire général de la présidence de la République est venue sur soi à toute fabrication. C'est là où réside le problème. Celui de savoir pourquoi. Alors, il n'y a pas eu importation, comme ça se dit. Bon, il y a eu importation. Il y a eu médicaments qui a été refait. Plutôt importation de médicaments. C'est-à-dire quand on a demandé au Cameroun d'arrêter, parce que le Cameroun était capable de fabriquer des médicaments. Et il y a plutôt eu importation. Et là, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a demandé de surseoir à la fabrication locale au profit des importations? Si tant il est vrai que les importations profitent aux pays qui envoient les médicaments ici. Voilà la principale question, la principale problématique que pose Jean-Michel Nitche. Et il demande pourquoi. Et il demande qu'on dise, qu'on nous donne le compte d'affectation. Le compte d'affectation de la distribution, de l'exploitation. Alors, on comprend bien que de l'exploitation de la partie réservée au ministère de la Santé. Voilà la problématique que pose Jean-Michel Nitche, que j'appelle le sonneur de cloche. Voilà le nouveau son de cloche que donne Jean-Michel Nitche et qu'il faut. Il a dit dans son... Chacun va de son analyse pour des investigations. Expliquer ce qui s'est passé. On le constate. Chacun a sa perception même de cette gestion et même des sorties des uns des autres dans le cadre de cette affaire Covid-Gate, qualifiée de Covid-Gate aujourd'hui. Oui, au-delà de toute chose, je vous rappelle qu'il y a des enquêtes en cours. Je ne vais pas rentrer directement dans le fond du débat pour savoir exactement qui a fait quoi. On laisse également le soin aux enquêteurs de mener ce travail, même comme on dit que leurs ordinateurs ont quelque peu été emportés à la suite d'un cambriolage. Mais je vous rappelle, Bernard l'a dit tout à l'heure avec beaucoup d'emphase. Au début, on n'a pas certainement voulu rentrer dans cette logique, étant donné que les enquêtes se poursuivent. Il y a quand même près de 10 millions de comprimés qui devaient être importés, notamment l'hydrochloroquine et l'azithromycine. Donc, à raison de 5 millions pour chacun de ces produits, l'agent, en principe, il y a eu un compte d'affectation, Bernard l'a dit tout à l'heure, qui a été débloqué par la suite en novembre 2020. Le ministre d'État, sur haute instruction, il faut le préciser, sur haute instruction, cela signifie qu'en réalité, les ordres viennent du président de la République si on se fie à la décision, à la correspondance qui instruisait le ministre de la Recherche scientifique de ce soit justement à la fabrication de ces canaux. Pourquoi, au lieu de fabriquer, Bernard l'a dit tout à l'heure, le Cameroun ayant la capacité de le faire, pourquoi ne pas fabriquer à raison de plus de 10 millions ces comprimés-là pour finalement accepter une commande
qui avait été passé à l'avance. À qui profitent les marchés et les rétrocommissions? Pourquoi on privilégie une piste qui génère de l'argent aux autres pays, qui génère de l'argent à d'autres employés des autres pays, alors que cela aurait pu quand même permettre aux scientifiques camerounais de mettre en exergue leur talent, surtout qu'ils avaient dit qu'ils avaient la capacité matérielle et intellectuelle d'arriver à bout de cette opération-là. Donc on n'a pas compris pourquoi ces informations-là, ces instructions sont venues de la présidence de la République. Est-ce à croire que le chef de l'État, Paul Biya, n'a pas suffisamment été bien informé pour donner ces hautes instructions, ou est-ce à croire que ce n'est pas lui qui se cache derrière ces hautes instructions-là? On ne saura toujours pas grand-chose. Toujours est-il que les gens en charge de ce dossier, et notamment l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui est justement dans son rôle, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le rôle des députés à l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Donc, il est là pour savoir exactement qu'est-ce que chaque ministre fait et comment il le fait, et il a les moyens pour mener à bien ce combat-là. Donc, vivement qu'il continue dans cette voie et qu'il ne soit d'ailleurs pas le seul. Il y a quand même 180 députés à l'Assemblée nationale, fussent-ils du RDPC, parce que ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on saurait défendre la population, parce qu'on est d'abord l'élu du peuple, on n'est pas l'élu. On essaie de représenter, on représente une formation politique, mais on est d'abord l'élu du peuple, donc on est là au service du peuple, on est la voix du peuple, donc que ces députés, effectivement, se questionnent sur où est parti cet argent. Pourquoi avoir privilégié la piste des commandes? D'accord, allez, on le constate, on ne va pas rester sur le seul sujet. Justement, l'autre argent de 180 milliards de francs CFA jusqu'à présent, vous rappelez qu'il y a des femmes leaders. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en dehors de la déclaration de l'honorable Jean-Michel Nitieux, il y a également la nouvelle inspection qui est revenue sur la sortie de ces femmes, les leaders qui estiment que le Fonds monétaire international ne devrait plus donner de l'argent au Cameroun parce que c'est un argent qui pourrait servir à autre chose que soigner les gens, comme cela est prévu. Alors, avant d'aborder de répondre, il faut peut-être, moi je trouve... Mais par la suite, également, toujours dans le même dossier, le Cameroun a trouvé une autre stratégie pour bénéficier de cet argent du Fonds monétaire international. Il faut dire que le pourquoi, dans le sujet précédent, pourquoi est-ce qu'on a donné le soin de fabrication de médicaments à l'IMPM, qui est un institut de recherche, plutôt qu'au Sénamé, qui est un institut d'approvisionnement en médicaments. Voilà les incongruités qui accompagnent cette histoire de Covid-19. Maintenant, vous savez bien que Sénamé, c'est juste pour la distribution des médicaments, l'approvisionnement, et également IMPM est là pour fabriquer. Bon, maintenant, si on rentre dans le sujet pour lequel vous m'avez interpellé, il y a 20 femmes qui ont écrit au Conseil de sécurité de l'ONU. Elles se recrutent parmi le GOTA. Elles se recrutent parmi les femmes politiques, les femmes de la société civile, les avocates, les femmes de défenseurs des droits de l'homme qu'on connaît, à l'instar de Alice Com, qui est un avocat bien connu, à l'instar de Maximilien Gombe, qui est un défenseur des droits humains, à l'instar de Alice Sadio ou bien Edith Kawala, qui est responsable de partis politiques. Elles ont écrit donc au Conseil de sécurité de l'ONU et au Fonds monétaire international pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU de mettre fin à l'insécurité, aux guerres qui sévissent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que les guerres de Boko Haram. Elles ont demandé au FMI de surseoir à tout décaissement d'un nouveau fonds avant que la lumière ne soit faite sur les exactions qui ont accompagné la gestion des 180 milliards alloués à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Voilà en toile de fond ce que véhicule la lettre de ces 20 dames. Elles sont 20. D'accord. Vous dites un mot parce que c'est également un rapport en lien avec les dénonciations de Jean-Michel Nitieux. Je crois qu'on a suffisamment été disert là-dessus. On a dit ce qu'on avait à dire. Il est clair que les Camerounais veulent savoir exactement à quoi sévit les 180 milliards de francs CFA, parce que c'est une incongruité au moment où on n'a pas, dans des zones comme le Septentrion, également une bonne partie du littoral, notamment dans le Sénégal-Maritime, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'infrastructures sanitaires adéquates, qu'on continue à dire qu'on a dépensé 180 milliards de francs CFA par perte et profit, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux qui ont été créés entre-temps, il n'y a pas de lits qui ont été créés, qui ont été achetés entre-temps véritablement. Quand on vous dit qu'on a fait construire un poste
de santé au niveau des frontières, au niveau des zones frontalières de l'aéroport de Simalène à plus de 100 millions de francs CFA. Vous demandez quel genre de poste on peut créer, on peut construire après de 100 millions de francs CFA. Quand vous regardez, quand vous lisez dans le détail les marchés qui ont été passés de gré à gré, vous tomberez à la renverse. Il y a des gens qui sont fait un agent fou autour de cette affaire de la Covid. C'est-à-dire au moment où les gens meurent, au moment où nous on a perdu des amis pendant cette pandémie-là, qui continue d'ailleurs son bonhomme de chemin. Et on vous dit que des bons hommes ont poncé dans le trésor public. Je vous rappelle que c'est vous, c'est nous, ce sont nos enfants qui paieront cet argent-là. Et eux, ils ont déjà suffisamment, même si vous prenez 1 milliard maintenant, vous mettez en banque, ça tourne, les bénéfices vous permettront quand même de gérer. C'est-à-dire en termes d'impôts, vous ne perdez pratiquement rien du tout. Donc, ce sont les pauvres qui continuent à payer le loup tribut dans cette affaire. Donc, il faudrait que l'on sache exactement de quoi ça retourne et que les coupables soient sévèrement punis. Vous vous rappelez, le chef de l'État, dans l'un de ses discours, le président Biya avait dit que les voleurs à col blanc rendront gorge. Mais jusqu'à présent, on se rend compte que l'opération Épervier est une opération quelque peu à tête chercheuse. Il faudrait qu'on aille au-delà et que... Parce qu'au-delà de tout il y a certains qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de les mettre en prison, mais seulement qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont. Permettre d'abord pourquoi faciliter déjà l'accès à cet argent-là sans pour autant avoir de visiter. Si l'article 66 de la Constitution, qui peine à être appliqué au Cameroun, l'avait été, je suis sûr qu'il y a des prévarications qui n'auraient pas cours de nos jours. Donc, vivement que l'on passe de la parole aux actes. Très bien. Alors, donc, tous ces éléments sont dans la plupart des tabloïds ce matin, parlant de l'opération Covid-Gate. On le constate d'ailleurs, la nouvelle expression, bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à ce sujet. Mutation parle dans le domaine privé de l'État ce matin, avec un grand titre, Taire les jongleries, on le voit bien, et en citant des noms de certains ou les postes de certains directeurs qui sont chargés, directeurs du domaine, directeurs du cadastre et autres, ainsi que les délégations régionales, où la gestion des terres est également menée avec beaucoup de difficultés. Alors cela fait suite à une note du ministre du cadastre et des affaires foncières qui a voulu mettre la lumière en ce qui concerne la gestion du domaine de l'État, du domaine foncier de l'État. Parce qu'on a constaté depuis un temps qu'il y a eu un imbroglio, qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la gestion du domaine de l'État. Je crois que, la note du ministre vient à point nommé, si elle peut mettre la lumière sur le patrimoine de l'État. Et il me souvient qu'il y a quelques années, on avait entrepris de recenser tout le patrimoine de l'État sur toute l'étendue du territoire national. On souhaiterait, à la suite de cette note, que les résultats de ce recensement soient rendus publics pour qu'on sache quel est le domaine, quel est le patrimoine de l'État à ce jour et pour qu'on sache quels ont été les gens qui ont exploité de façon irrégulière le domaine de l'État. Alors, certaines sources révèlent que ça traîne parce que une bonne partie a été bradée par certaines autorités. Justement, c'est ce que je dis. Lorsqu'on aura fini de recenser le domaine de l'État, le patrimoine de l'État, on saura à quel niveau il y a eu des irrégularités, quitte à ce que l'État reprenne ce qui lui revient de droit. Thierry Ngapé. Oui, en réalité, vous vous rappelez que le ministre en charge des domaines, M. Henri Yébé Ayissi, a mis en circulation une circulaire dans laquelle il dit effectivement qu'il va poursuivre, qu'il se réserve le droit de poursuivre les détenteurs des titres fonciers abusifs et il se réserve... Qui sont d'ailleurs délivrés par qui? Je dis, il se réserve également le droit de les exproprier, espérons qu'il passera de la parole à l'acte. Donc, en réalité, il faut taper du poing sur la table parce qu'il se recrute également dans la haute administration. Ce n'est pas le Camerounais lambda qui peut se permettre justement d'avoir accès à un titre foncier, même s'il est falsifié. Ce n'est pas le Camerounais lambda qui pourra avoir accès au domaine privé de l'État. Donc, ce sont généralement les pontes du régime, ce sont des gens haut placés, parfois des hauts gradés même, qui se permettent même parfois d'arracher les terrains des privés avec des faux titres fonciers. Donc, il faudrait que l'on
que l'on tape du poing sur la table, parce que ce sont également des situations de crise qui peuvent parfois entraîner des guerres. Il y a des patrimoines entiers. Je vous parlerai par exemple, Bernard Batana le sait si bien, du côté du CAM, où le domaine privé est pratiquement bradé. Il y en a également, du côté, il y a eu dernièrement je crois que le Premier ministre a reçu tout un chef d'une communauté venu justement plaider le problème des terres. Merci. Alors dans cette mutation qui évoque le sujet ce matin, domaine privé de l'État, terre, les jongleries, c'est le titre proposé par le journal. Merci à vous chers messieurs, nous laissons le son au lecteur d'aller lire ce que la presse propose. Le temps allait trop vite ce matin, donc demain nous serons encore sur ce plateau, il sera 9h20. Bonne journée. Salut.